Alors donc, nous débuterons cette journée avec l'allocution d'ouverture de Monsieur Georges Emery, président de la commission Solidarité du Conseil général. Monsieur Emery. Alors, Monsieur Emery est, je vous le rappelle, conseiller général du canton d'Imphy. Il préside la commission Solidarité et est délégué à la protection de l'enfance, au soutien aux familles et à l'accueil auprès des assistants familiaux. Monsieur Emery, je vous cède la parole. Merci. Excusez-nous d'abord pour ce petit incident technique qui vous vaut la chaleur dans la Nièvre. On ne l'a pas si souvent. En tout cas, j'espère que ça ne va pas gêner nos travaux. Bienvenue donc dans cet amphithéâtre où vous êtes chez vous, puisqu'il appartient, comme le circuit, au Conseil général de la Nièvre. Et cette société du circuit qui gère depuis déjà bientôt 20 ans cet équipement est heureuse de vous accueillir. Et c'est de plus en plus souvent que nous viendrons ici parce que, en dehors de ces problèmes de chaleur qui sont vraiment exceptionnels, nous y sommes vraiment très bien pour y travailler. La journée d'aujourd'hui, je voulais vous en dire quelques mots. Le législateur a donc depuis 1986 et au fil des étapes de la décentralisation confié au département l'action sociale. C'est 856 agents qui y travaillaient au 31/12/2012 et 50% du budget du Conseil général est consacré à cette politique. Territoire de proximité et fédérateur des actions, c'est ainsi que l'on pourrait définir cet échelon de compétences. Cette politique constitue une véritable économie sociale et solidaire. La protection de l'enfance est un des axes majeurs de cette politique et nous estimons que le placement familial, par la réponse individualisée aux multiples problématiques de l'enfant en souffrance, est une priorité chaque fois que cela est possible. En offrant un environnement familial stable et sécurisé avec l'appui des équipes éducatives, les familles d'accueil permettent à chaque enfant de s'épanouir dans la quiétude et la sécurité. Ce sont 715 enfants qui sont placés par le Conseil général en famille d'accueil en début de cette année. La situation de l'assistante familiale a bien changé. D'abord, un statut qui, par la loi du 27 juin 2005, permet la reconnaissance à part entière de cette professionnalisation. Une profession qui évolue. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes problèmes que ceux d'hier, ou peut-être ceux-ci sont-ils mieux compris, mieux pris en compte. La réponse à ces problèmes a changé, car l'environnement, lui aussi, a changé, les besoins des jeunes ont changé et nous devons sans cesse nous interroger sur la pertinence de nos réponses, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est dire si nous avons tous besoin de connaissances et de formation, mais aussi de réflexion et d'échange. La formation, c'est un élément essentiel. Elle débouche sur l'obtention du diplôme d'État depuis la mise en place du nouveau statut. 110 assistances familiales ont été formées avec 80% de réussite à l'examen en totalisant 300 heures de formation par agent. La première partie réalisée en interne, l'autre 240 heures est confiée à un organisme de formation bourguignon, l'IRSTES de Bourgogne. Mais au-delà, il faut engager et poursuivre des échanges et des réflexions, connaître les évolutions réglementaires et dans un contexte de plus en plus judiciarisé où la sécurité à tout prix a tendance à prendre le pas sur l'acceptation du risque inhérent à toute vie humaine, s'interroger sur le bien fondé des pratiques, leurs perspectives et leurs besoins d'évolution pour le bien de l'enfant et pour la sécurisation des professionnels. C'est dans cette dynamique que le Conseil général a engagé ses réflexions dans le cadre de groupes métiers-missions. Ces groupes, qui se veulent représentatifs de la diversité des territoires et des professionnels, se sont réunis à Nevers, à Caunes, à Decize, à Moulins-en-Gilbert et ont proposé des représentants volontaires pour poursuivre ce travail. Ce noyau constitue le groupe de réflexion sur l'accueil familial. Et nous comptons également sur la journée d'aujourd'hui pour étoffer encore ces groupes et cette réflexion. Je voudrais remercier Serge Escaut, qui est anthropologue à Toulouse, pour sa présence aujourd'hui. Il va nous aider à mener cette réflexion.
Et j'espère que ce séminaire permettra de présenter le bilan de ce travail, tant en ce qui concerne l'adéquation de l'offre aux besoins que le suivi et l'accompagnement de nos professionnels. Bon travail et bonne journée à tous et à toutes. Merci, Monsieur Emery. Alors donc c'est à présent au tour de Monsieur Sergesco. Donc alors il est anthropologue. Vous me corrigez si j'oublie quelque chose, si je commets une erreur. Donc vous êtes anthropologue et thérapeute familial. Vous êtes formateur, consultant en pratique médico-sociale, chercheur en sciences sociales et chargé d'enseignement à l'Université de Toulouse-Le Mirail, où vous coordonnez le diplôme universitaire thérapie familiale. C'est ça ? Alors, vous dirigez également l'Institut d'anthropologie clinique, l'IAC, que vous avez créé en février 2008. Voilà. Alors, vous avez rédigé plusieurs articles sur la problématique des assistants familiaux et vous êtes notamment co-auteur du Guide de l'accueil familial, qui, à n'en pas douter, est le livre de chevet de certains, sinon de la majorité d'entre vous. Donc, vous allez nous parler approximativement pendant 45 minutes de la professionnalisation du dispositif de l'accueil familial. Et puis ensuite, on se gardera une petite quinzaine de minutes pour répondre aux questions que vous pourrez avoir à lui poser. Ok. Bien, écoutez, je remercie le Conseil général de la Nièvre pour son invitation à venir vous parler d'accueil familial. On parle de professionnalisation du dispositif, et effectivement, c'est un peu l'idée que j'aimerais défendre avec vous, puisque depuis, on va dire, 1977, c'est la professionnalisation des assistantes maternelles, puis familiales, qui a un peu guidé, qui a un petit peu amené les évolutions que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a cette particularité avec la loi française que c'est le statut de l'assistante maternelle, puis familiale, qui a finalement poussé à ce que l'ensemble du dispositif se professionnalise. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment un petit peu charnière en France, pas que... Alors, bon, mettons les choses au clair, je ne connais pas bien votre département. Donc tout ce que je vais raconter sur l'accueil familial concerne des connaissances, des expériences professionnelles qui ont été menées dans d'autres départements. Ce qui me donne un petit peu de légitimité à vous parler d'accueil familial, mais du coup qui me met un petit peu tranquille par rapport à vous et aux éventuelles questions, problèmes ou difficultés qui se poseraient dans votre département comme dans bien d'autres, parce que je ne le connais pas. Voilà. Donc ça c'est un point important. Si je dis des choses qui parfois sont un peu critiques sur l'accueil familial, ayez toujours en tête que ce n'est pas de votre département que je parle, mais d'autres expériences. Voilà. Donc ça, c'est pour être tranquille, vous voyez, je souhaite me fâcher avec personne, ni avec vous, ni avec les représentants de l'institution. Voilà. Donc, moi, j'ai rencontré l'accueil familial en 1985, des enfants, par alliance. C'est-à-dire que j'étais à l'école d'éducateurs à l'époque, où j'ai rencontré mon épouse, et elle travaillait sur l'accueil familial. Et donc, vous savez ce que c'est, les étudiants, on regarde les travaux des uns et des autres. Elle a fait son mémoire de fin d'année sur l'accueil familial. Et j'étais très surpris. À l'époque, moi, je m'intéressais à la thérapie familiale. Et donc, en thérapie familiale, on est plutôt, la posture, c'est plutôt, on ne va pas séparer les enfants des parents. On va plutôt aider les familles à faire avec leurs difficultés. Et donc, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et en lisant le travail de ma future épouse, je me suis rendu compte qu'il y avait là un dispositif qui était tout à fait passionnant et qui produisait des résultats intéressants pour les enfants. Mais en même temps, il y avait des difficultés. En 1985, c'est un peu... Bon. Et notamment des histoires qui étaient des histoires assez spectaculaires, avec des enfants qui sont enlevés par les parents et puis qui partent à l'étranger. Enfin, des choses assez comme ça. Alors vous allez me dire, c'est toujours les petites anecdotes. L'accueil familial, c'est pas ça. Au quotidien, évidemment, c'est pas des histoires aussi spectaculaires, bien qu'il y en ait constamment
qui défraient la chronique des médias, mais ça représente vraiment une minorité de situations. Par contre, cette minorité de situations nous éclaire sur les enjeux de l'accueil familial, c'est-à-dire comment un enfant doit se débrouiller pour grandir avec deux familles et doit se débrouiller pour construire des liens d'attachement, des liens familiaux et des liens éducatifs avec deux lieux de développement. Alors, je continue à travailler ensuite avec un organisme que peut-être certains connaissent ici, qui s'appelle l'IFREP, et qui a été le premier organisme qui a fait la première étude sur le placement familial de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, en 1992, et qui a été, on va dire, un des supports pour inspirer la loi de 92, qui a, au fond, amené le premier acte sérieux de professionnalisation des assistantes à l'époque maternelle. Voilà, donc ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec différents départements sur des audits, enfin ce qu'on appelle audits, de dispositifs, et puis depuis maintenant oui, une quinzaine d'années, oui. Quand on aime on ne compte pas, mais enfin le temps passe, hein. Presque une vingtaine d'années, eh je travaille avec des équipes de départements qui accompagnent l'accueil familial, des assistantes familiales dans des groupes d'analyse de la pratique, etc. Ce qui, au fond, à force de rencontrer les mêmes difficultés, de voir toute l'évolution du dispositif, enfin des lois, l'idée, je sais pas, m'est venue d'essayer de poser quelques points de repère pour essayer de faire face à cette situation d'évolution et de comment on pourrait essayer de penser, d'un point de vue clinique, l'accueil familial. Alors aujourd'hui, c'est juste comme ça rapidement quelques problèmes qu'on rencontre un peu partout. Le premier problème, c'est comment avoir des familles en capacité d'accueillir. Il faut d'abord avoir des familles pour accueillir, et puis aujourd'hui, il faut des familles qui soient capables d'accueillir des enfants petits, d'accueillir en urgence, d'accueillir des adolescents, d'accueillir des enfants qui ont des troubles psychiques, d'accueillir des enfants qui ont des problématiques familiales lourdes, et d'accueillir cette diversité-là. Évidemment, l'évolution du métier fait que les accueils se sont raccourcis, et par conséquent, le turnover des enfants en famille d'accueil est beaucoup plus important. C'est-à-dire que si, dans les années 80, une famille d'accueil pouvait se dire qu'elle allait faire peut-être quelques accueils dans toute sa carrière, aujourd'hui, on est dans un mouvement un peu inverse. Les familles d'accueil qui feront peu d'accueils différents toute leur carrière seront plutôt la minorité. Oui. En 92, tiens, on va faire un petit quiz. Est-ce que vous savez la durée moyenne des accueils familiaux en famille d'accueil en France, en 1992, la durée moyenne, hein, sachant qu'un accueil peut durer quelques semaines et d'autres jusqu'à la majorité. Durée moyenne. 8 ans. En 92, hein, je ne vous parle pas aujourd'hui. Hein. 8 ans. Qui dit mieux? Majorité de l'enfant. Ah, vous avez... Bon, eh bien, si on fait la moyenne de vous deux, on a la réponse. 11 ans. 11 ans. C'est considérable quand même. Hein. Considérable. Ça veut dire qu'à cette époque-là, beaucoup d'enfants, effectivement, allaient au bout. Hein. Je me souviens comme ça, la première formation d'assistante familiale que j'ai fait, j'arrive, toutes les dames étaient là, très papotées, enfin, ça avait commencé, les assistantes familiales, c'était très vivant, beaucoup de choses à se dire, l'isolement, tout ça. Et là, il y en a une qui racontait, ça, elle dit, ah ben moi, je ne connaissais pas. Ah ben moi, j'ai de la chance, hein, parce que je l'ai accueilli, il avait quelques semaines, et maintenant il a 18 ans. Et alors là, toutes les assistantes familiales de la salle, je fais oh. Et là, j'ai compris quoi. Hein. J'ai compris que entre finalement l'accueil familial tel qu'il s'est construit dans l'histoire et les attentes qu'il y a aujourd'hui des dispositifs, on est dans des écarts de logique de travail. Hein. Donc ça, c'est le premier problème aujourd'hui des services. Comment avoir des familles en capacité d'accueillir. Le deuxième, c'est évaluer le danger et protéger l'enfant. Alors ça, c'est une particularité française, enfin peut-être dans d'autres pays aussi, mais en tout cas, on a mis beaucoup de temps en France à essayer d'avoir des critères d'évaluation du danger pour enfants un petit peu rigoureux.
Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de critères, mais les critères étaient des critères, alors dans ma Gascogne lointaine, je viens de Toulouse, hein, on appelle ça à bistodenas, à vue de nez, vous voyez, c'est-à-dire des choses empiriques d'un point de vue scientifique. On observe les choses comme ça, et puis à force d'avoir de la pratique, du métier, et puis on a fait des études de psychologie, peut-être aussi de sociologie, etc. Et avec ça, on se débrouille, quoi. Mais on n'a pas vraiment une critériologie très rigoureuse pour faire ce travail-là. Et finalement, il n'y a depuis une dizaine d'années en France que différents professionnels ont essayé, et aussi chercheurs, ont essayé de proposer des outils un peu pointus pour évaluer. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les enfants ne sont pas en famille d'accueil, parce que la famille d'accueil est un lieu formidable. Hein ? Ils sont en famille d'accueil parce qu'il y a un problème de danger pour l'enfant. Et au fond, lorsque le danger n'est plus présent, eh bien, l'enfant devrait rentrer dans sa famille. Mais pour ça, il faudrait encore qu'on ait véritablement une capacité d'évaluation et de travail sur la protection pour faire évoluer la situation de danger initial tout à fait importante. Et je crois que c'est un point qui reste encore à améliorer dans notre pays. Oui, parce que si vous voulez, si on mettait les enfants parce qu'une famille est mieux que l'autre, on pourrait faire tourner les enfants tout le temps, quoi. Je suis sûr qu'il y a dans la salle des parents plus compétents que moi. Donc je pourrais mettre mes enfants chez cette famille-là, et puis cette famille pourrait mettre ses enfants chez une autre plus compétente. Donc ça n'a pas de sens, cette affaire. Les enfants sont en famille d'accueil parce qu'ils ne peuvent pas grandir avec leurs parents. Hein. Mais vous avez probablement cette expérience qu'au bout d'un certain temps, on oublie tout ça, et puis les enfants sont tellement bien, et puis ils grandissent tellement formidablement, qu'on oublie un petit peu pourquoi, au départ, on avait mis en place cet accueil. Ensuite, soutenir l'accueil, le lieu et les fonctions. Alors, soutenir le lieu d'accueil, ça c'est une disposition légale de la loi de 92. C'est la première fois que le législateur a inscrit l'idée que la famille d'accueil, l'assistante maternelle, devait être soutenue et accompagnée. Alors, moi j'étends cette fonction au-delà de l'assistante maternelle familiale aujourd'hui, au lieu d'accueil. Parce que si c'est une assistante familiale qui a, comment dirais-je, qui est titulaire du poste, j'imagine que tout le monde sait ici que c'est une famille qui accueille. Oui, et que les conjoints et les enfants accueillants participent de ce projet et des relations qui se nouent entre l'enfant accueilli et puis les membres de cette famille d'accueil. Donc il n'y a pas simplement à accompagner et soutenir l'assistante familiale, il y a aussi à accompagner et soutenir le lieu d'accueil dans sa globalité. Et le conjoint ou la conjointe, il y a des assistants familiaux dans la salle, j'imagine, et les enfants des accueillants sont aussi à prendre en compte. Bon, tout ça, évidemment, c'est pour avoir des familles en capacité d'accueillir. Hein. C'est pas que de la... C'est intéressé, ma proposition. Non, enfin, c'est intéressé en même temps. Je mesure quand même que certains accueils mettent à mal et les conjoints et les enfants. Hein. Et des fois, on s'en rend compte plus tard. C'est une fois que les enfants accueillis sont partis, on se rend compte qu'il y a eu des choses difficiles qui n'ont pas été forcément parlées, ce qui est normal. Est-ce qu'un enfant peut dire à sa maman ou à son papa, ton travail, ça me fait souffrir? Pas facile, ça, quand même. Alors aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 10-20 ans. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas évident à poser. Donc, il y a une vigilance à avoir, aussi bien pour les accueillants que pour les équipes qui peuvent aider à soutenir ces processus-là. Je me souviens de la présidente qui a quitté le secteur depuis longtemps, mais qui était à la retraite, à la centre familiale, qui était présidente d'une association de la centre familiale, mais qui a découvert que sa fille aînée avait beaucoup souffert de son métier lorsque cette fille aînée avait fait son mémoire d'infirmière et elle avait parlé de l'accueil familial. Bon, pour une infirmière, déjà, c'est un peu particulier de parler d'accueil familial, mais bon. Et elle avait parlé finalement de l'expérience de sa famille. Et à ce moment-là, cette dame, qui a une grande expérience à centre familial, disait avec beaucoup d'émotion, mais je n'ai rien vu pendant tout ce temps. C'est après que j'ai compris. Hein, donc, ça serait bien que pour les futures assistantes familiales, on n'ait pas ce type de problème, bien sûr.
Alors la parentalité, identité blessée et travailler avec les parents, oui, ça c'est aussi le chantier qu'on a devant nous. C'est l'idée que Myriam David, qui est on va dire la sainte patronne de l'accueil familial, hein, théorie et pratique, qui était pédopsychiatre, qui a vraiment théorisé depuis fort longtemps, hein, presque 40-50 ans, et qui déjà avait montré que les échecs de l'accueil familial étaient en grande partie liés au travail que nous n'avions pas fait suffisamment avec les parents. C'est-à-dire que l'échec provenait en grande partie du travail insuffisamment mené avec les parents. Donc ça reste toujours un chantier, hein. C'est-à-dire que, on travaille mieux peut-être, mais il y a encore du travail à faire pour arriver à aider ses parents. J'essaierai de vous en dire un peu plus en avançant. Enfin, la question de travailler les liens par enfant, on sait bien. Moi, j'ai pour postulat qu'il n'y a d'enfants en danger que de liens problématiques. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la psychopathologie des parents, ce n'est pas leur éventuelle toxicomanie, alcoolisme, ou leur précarité, ou leur culture, ou que sais-je. C'est le fait qu'entre ce parent et cet enfant, il y a quelque chose du lien qui ne marche pas, qui est compliqué, qui est souffrant. Et qu'au fond, si on souhaite aider des parents à protéger des enfants, c'est ça qu'il faut travailler, bien sûr. Je m'en expliquerai aussi un peu plus tout à l'heure. Enfin, le dernier point sur les problèmes qu'on a toujours devant nous, c'est on a beau savoir, hein, d'un point de vue théorique, que les enfants qui sont en accueil familial sont confrontés à des problèmes de loyauté. Hein. On a beau le savoir, pour autant, je ne suis pas sûr que nos dispositifs d'accompagnement des enfants soient véritablement organisés pour travailler cette question-là. Or, quand on regarde de près comment ça se passe entre familles d'accueil, parents et enfants, eh bien, on se rend compte que si on ne traite pas ces problèmes de loyauté, eh bien, on a des mises en échec, on a des régressions de l'enfant, etc., etc. Alors, très rapidement, une petite définition. C'est juste c'est juste pour vous donner 3 points qui me font dire, encore aujourd'hui, qu'est-ce qui définit un accueil familial. Quelles sont donc les conditions fondamentales pour qu'on puisse parler d'accueil familial? L'intérêt de cette petite définition-là, c'est que dès lors qu'on a un de nos 3 piliers ici, alors normalement il y a un truc pour faire rouge, voilà, là mes 3 piliers, là, quand il y en a un qui n'est plus là, eh bien je pense que je peux commencer à me dire, ceci n'est plus un accueil familial, il va falloir prendre des décisions. Alors ces 3 axes, c'est quoi? Rappelons quand même que l'accueil familial n'existe que parce qu'à un moment donné, des êtres humains ont été défaillants par rapport à d'autres êtres humains pour lesquels ils avaient une responsabilité. Oui, hein, c'est-à-dire qu'au fond, si des enfants se retrouvent en famille d'accueil, c'est parce que les êtres humains qui étaient chargés de les élever ont été défaillants. Alors défaillants au sens... ils n'ont pas répondu à ce que la société, à ce que l'espèce humaine attend d'eux, c'est-à-dire de s'occuper de ses enfants. Alors c'est-à-dire que la famille d'accueil est celle qui arrive toujours parce que quelqu'un a été défaillant. Hein, et ça, c'est une place très particulière, d'être celui qui arrive quand les autres ne peuvent pas répondre. Hein, on répond là où les autres ne peuvent pas répondre. Et ça nous met dans une position très particulière, parfois avec des dérapages qui sont liés à cette position. Alors, le premier point, c'est une famille qui accueille à titre de famille, et ça prend un relief tout à fait singulier, cette phrase que j'ai écrite il y a fort longtemps, aujourd'hui, avec la professionnalisation et le diplôme d'assistante familiale. Quand j'ai écrit ça, ça n'existait pas, le diplôme. Alors on pourrait se dire, mais au fond, aujourd'hui, une famille qui accueille parce que l'un d'entre eux est diplômé. Et on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette formule-là, quoi. C'est-à-dire que si c'est ça, alors au fond, ce qui a fondé l'accueil familial, c'est-à-dire l'idée qu'un groupe familial, parce qu'il est un groupe familial, puisse prendre en charge un enfant, disparaîtrait automatiquement. Alors, ça pose effectivement une autre question qui est comment, avec la professionnalisation, garder cette affaire, hein, garder cette logique de la famille dans l'accueil familial. Et je crois que c'est un enjeu de l'accueil familial important. Le deuxième, c'est
un affect positif comme condition émotionnelle de la rencontre. Un affect positif comme condition émotionnelle de la rencontre. Donc entre un enfant accueilli et les accueillants. Alors avant, dans ma jeunesse, quand j'étais un peu provoque, comme ça, j'avais mis l'amour comme condition émotionnelle de la rencontre. Ah, aïe, 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 l'amour. Bon, alors pas l'amour, comment dirais-je, j'aime les enfants. Hein. Non, mais c'est-à-dire que si il n'y a plus cet affect positif, alors au fond, je crois que l'accueil familial devient maltraitant. Si je ne suis plus dans un affect inconditionnellement positif à l'égard de cet enfant, alors je peux être en colère après lui. Je peux de temps en temps ras-le-bol de ce gosse. Hein. Ça, c'est normal, bien sûr. Mais si ce qui est dans la rencontre est un affect négatif, c'est-à-dire que ce qui se vit, ce qui se parle de l'enfant est du côté d'affect négatif, je crois qu'il faut commencer à s'interroger. Enfin, un tiers extérieur garant du cadre. Alors un tiers extérieur garant du cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'accueil familial si les accueillants et l'accueilli sont dans une rencontre, comment dirais-je, de face à face, c'est-à-dire où ce qui fonde leur rencontre, pourquoi ils sont ensemble, le sens de cette rencontre, n'appartiendrait et ne serait défini que par leur relation à eux, hein, accueillis et accueillants. C'est-à-dire que ce ne serait que leur relation affective, symbolique, qui viendrait dire le sens de cette rencontre. Hein, pour l'accueilli, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je dois grandir en dehors de ma famille? Qui sont ces gens pour moi? Pourquoi s'occupent-ils de moi? Quel est le sens de ma présence chez eux? Pourquoi je dois supporter ceci et cela? Pourquoi ces gens sont si gentils avec moi? Pourquoi ils essayent de m'aider? Voilà, toutes ces questions-là. Et puis du côté des accueillants aussi, voilà, qui est cet enfant pour nous? Quels sont ça? Est-ce qu'il est comme mon enfant, pas comme mon enfant? À qui appartient-il, etc., etc. Donc s'il n'y a pas un tiers extérieur à cette rencontre qui vient en permanence réinterroger le sens de cette rencontre et garantir de l'extérieur ce sens, je crois qu'on n'est plus dans l'accueil familial, ça pourrait s'appeler de l'adoption déguisée, ça pourrait s'appeler, je ne sais pas. En tous les cas, on est dans autre chose, et ce autre chose-là ne va pas sans poser problème dans un nombre de cas assez important. Je ne dis pas dans tous les cas. On a des cas anciens où effectivement l'accueil familial, il n'y a plus de tiers, et au fond, ça n'a pas si mal marché que ça. Mais pour quelques cas qui fonctionnent bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une loi générale. Oui. Parce que quand ça va mal, que ça dérape l'accueil familial, ça peut poser des problèmes psychiques pour l'enfant tout à fait importants. Donc ce tiers garant, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait une institution, un service qui dise « Bonjour, je suis le service ». Hein. Ça veut dire que pour qu'il y ait un tiers garant, il faut que ce tiers garant soit dans la tête des acteurs. C'est-à-dire que l'assistante familiale et les membres de sa famille, ils aient ce tiers dans la tête, qu'ils y pensent comme tiers. Hein, et qu'ils se disent « Cet enfant est chez moi parce que ce service ». Et donc le projet, on va le faire ensemble. Mais ce projet, ce n'est pas mon projet. Hein. Donc le tiers, il doit fonctionner d'abord dans la tête. Bien sûr, s'il ne fonctionne pas dans l'institution, ça va être compliqué qu'il fonctionne dans la tête. Mais s'il ne fonctionne pas dans la tête, il n'y a pas de tiers. Bon, voilà. Donc moi, quand il y a un de ces trois trucs qui manquent, je commence à me poser des questions pour savoir s'il ne faudrait pas revoir l'accueil, quoi. Hein, peut-être. Alors d'où vient-on? Alors j'ai relu pour vous ce Morvan. Alors je savais que le Morvan, il y a une tradition. Mais je n'avais pas vu, par exemple, qu'il y avait au XIXe siècle l'idée d'une industrie nourricière, Morvandel. L'industrie nourricière. C'était dans le guide vert pour le tourisme, en 1860. Vous voyez le truc? Ouais, on visite la France, tout. Visitez le Morvan et son industrie nourricière. Formidable. Alors nourrice, bon, je ne vous fais pas l'historique, hein, mais quand même, c'est juste pour vous dire d'où on vient, quoi. Et que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, eh bien, ils sont ancrés dans cette histoire-là. Chez vous, mais partout. Hein. Nourrice, gardienne, donc elle devient assistante maternelle en 1977, il n'y a donc pas si longtemps. La loi de 92, dont M. Emery a rappelé l'importance tout à l'heure, en a fait un métier. Et la loi de 2005 a véritablement structuré la profession. Voilà. Alors,
pour avoir suivi depuis 92, hein, quand même un peu l'évolution des choses. Moi, je me souviens des rencontres nationales avec les assistantes familiales, c'était très houleux. Hein. C'était très houleux du côté de la reconnaissance sociale. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, pas de garantie, pas d'enfants, pas d'argent. On vous virait comme ça sans crier gare. Vous étiez suspecté, viré, il n'y avait pas de soutien, etc. Enfin, participez pas à quoi que ce soit comme instance pour réfléchir. Enfin, je veux dire, on voyait des assistantes familiales en colère, quoi, hein, véritablement en colère. Donc on a suivi cette évolution. Et bon, alors avec des questions de l'autre côté, en se disant, mais est-ce qu'on ne va pas tuer le métier? Est-ce que finalement, on ne va pas perdre l'essence, l'âme de l'accueil familial, hein, à force de les professionnaliser? Est-ce qu'on ne va pas les transformer en sorte de professionnels techniciens de l'éducation, quoi, des sortes d'éducatrices super nanny, tiens. Super nanny à domicile. Voilà. Une sorte de truc comme ça fait peur quand même. Hein. Enfin, moi, ça me fait peur en tout cas. Peut-être pas vous, mais moi, j'ai un peu peur. C'est-à-dire que l'accueil familial, quand on sait finalement où il faut ravitailler les coureurs, là. Je pense que ça peut être utile. Ravitailler les coureurs. Voilà, donc, il y avait toutes ces questions quand même, hein, autour. À la fois, moi, je me réjouissais de voir ces assistantes familiales qui obtenaient des droits, qui se voyaient reconnus de plus en plus, et en même temps, avec ces questions, comment on va faire? Quand même, quand on regarde bien, depuis la Révolution française jusqu'en 1904, voilà, le client, c'est quoi? C'est l'orphelin, c'est le pupille, les parents, ils sont absents, et puis il va falloir remplacer ses parents, quoi, hein. 89, on a la notion de protection qui apparaît. L'enfant est abandonné, les parents sont déchus, et il va falloir protéger cet enfant. On commence à rentrer dans... En 70, effectivement, hein, la psychanalyse, l'éducation populaire, les théories sur le développement de l'enfant, le bébé est une personne, enfin bref, on a toute une réflexion comme ça qui commence à être du côté du soin. Les parents deviennent défaillants, et puis on va essayer de réparer cet enfant qui a été cassé par ses parents défaillants. Et puis la décentralisation dont qu'évoquait M. Emery tout à l'heure, effectivement, on rentre dans une logique de service avec un usager et il va falloir à ce moment-là soutenir. Voilà. Alors, il ne faudrait pas croire que dans nos têtes, à chaque fois qu'on passe sur la ligne d'en dessous, la logique de cette ligne s'efface. Hein, n'imaginons pas que les orphelins avec les parents absents à remplacer, c'est plus dans nos têtes. Bien sûr, c'est toujours dans nos têtes. Toutes ces couches sont dans nos têtes. Et que selon les situations, il y a telle polarité ou telle autre qui s'active, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dans soutenir. Hein. Et des fois, on est complètement dans remplacer. Pourtant, les choses ont évolué. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que faire évoluer ce dispositif, c'est mettre au travail toutes ces catégories de pensée sur l'enfant et sur le parent. C'est pas simple. Alors, qu'est-ce qui a changé? La protection de l'enfance a changé, bien sûr. Loi de 2007, on va juste, je vous le dirai juste après, ce qui à mon avis est important dans cette affaire. Le contexte social, médico-social et sanitaire a lui aussi changé. C'est-à-dire l'environnement dans lequel vous accueillez les enfants. Vous ne les accueillez pas tout seuls. On ne travaille pas à accueillir les enfants tout seuls. Donc ce contexte-là a aussi considérablement changé ces 10-15 dernières années. La profession, on en a parlé, qui a aussi considérablement évolué. Le profil des enfants et les parents et les situations familiales. Je crois que c'est pas qu'on n'accueille plus les mêmes enfants qu'au XIXe siècle. Toujours des enfants avec des problèmes dans la tête, des problèmes dans leur lien social, dans leur lien affectif, dans leurs liens familiaux. Mais comme il y a un lien quand même entre l'univers social dans lequel les êtres humains se construisent et la façon dont ils sont structurés psychiquement, les grands hystériques Freud a décrits, on n'en voit plus comme ça, enfin rarement. Hein. Par contre, il y a des tas de tableaux cliniques que Freud ne voyait pas et que nous on voit. Hein, donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est très clair qu'il y a un lien entre l'environnement sociétal et la structuration psychique. Donc forcément qu'on n'a plus tout à fait les mêmes profils et de parents et d'enfants. Enfin, et ça c'est l'accélération de ces toutes dernières années, l'évolution technologique, dans la mesure où effectivement on est sur des problématiques du lien, donc de la relation, bien tout l'environnement technologique de la communication qui se transforme
impacte directement notre façon de travailler la relation. Et d'une manière, comment dirais-je, radicale. Hein. C'est-à-dire que, là, si vous voulez, on savait bien que la protection de l'enfance ne s'arrêtait pas le vendredi soir quand l'enfant rentrait dans sa famille. Hein, c'est-à-dire le danger ne cessait pas le vendredi soir. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est permanent, hein, finalement. Donc là, on a des nouveaux défis devant nous à traiter. Alors, en cadre de la protection de l'enfance, rapidement, on est passé de la substitution à la suppléance. Pour le dire autrement, on n'est pas là pour les remplacer, on est là pour étayer, pour soutenir des fonctions qui ne sont pas tenues par des parents. Et que si on reprend les questions des catégories de parentalité qu'avait posées Didier Houzel en 2000 hein, avec son équipe de travail, il avait détaillé en disant exercice de la parentalité, donc tout ce qui concerne la filiation, les droits, etc. La pratique de la parentalité, donc tous les actes qui vont effectivement éduquer, donner de la tendresse, donner des soins, etc. etc. Et puis l'expérience de la parentalité, c'est-à-dire le vécu subjectif que chaque parent construit à partir de sa pratique, bien, notre suppléance, elle doit effectivement voir du côté de la pratique qu'est-ce qu'il faut étayer. Donc ça, c'est un point important. On pourrait se dire, bon, bah, c'est acquis maintenant, cette affaire-là, c'est réglé, quoi, quand même. Hein. Je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je vois des situations dans la pratique, donc pas chez vous, mais ailleurs, où je vois des assistantes familiales qui sont encore dans le totalement remplacé, avec des équipes qui ont déserté l'accompagnement, et pour lequel, au fond, on est dans un remplacement total des parents, avec les problèmes de loyauté que ça vient impacter ensuite. Hein. Donc, on l'a dans la tête, on l'a conceptuellement, on l'a théoriquement. Dans la pratique, je ne suis pas sûr que l'on soit tout à fait vigilant encore totalement à ça, sur notre place et notre fonction. Bon, la loi de 2007 que j'évoquais, on est passé d'une judiciarisation prédominante, hein, c'est-à-dire sur le pôle de la protection qui est contractuelle et judiciaire, ça existe toujours bien sûr, mais on va dire que la loi de 2007 fait une bascule du côté de la contractualisation. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de judiciarisation, c'est que du point de vue du législateur, il nous faut privilégier la contractualisation. Et au fond, on pourrait le résumer comme ça, c'est adhésion, collaboration, autorité parentale, c'est-à-dire comment finalement travailler en coopération avec les parents. La tradition française ne nous met pas dans une bonne posture pour faire ça, hein, à mon avis. Donc le contexte social, médico-social et sanitaire, donc bon, la précarité, c'est un truisme de dire que la précarité augmente, baisse des moyens de l'aide sociale, globalement, je ne dis pas pour votre département en particulier, mais globalement, pour l'ensemble du social, on a des baisses de moyens qui se sont accentuées ces dernières années, et aussi une fragilité des identités sociales, c'est-à-dire que cette précarité économique vient impacter aussi l'identité sociale. Hein, c'est-à-dire que, bon, être chômeur, être au RSA, etc., quelle identité sociale. La transformation des troubles psychiques dont je vous parlais à l'instant. Donc, quelle est la conséquence pour nous aujourd'hui de ça? C'est qu'on est, du point de vue des cliniciens, enfin, du côté des cliniciens, dans une difficulté de diagnostic et d'identification. Hein, c'est-à-dire qu'on voit quand même aujourd'hui des confusions diagnostiques importantes. On a des soucis, mais là, ce n'est pas de votre côté, c'est de notre côté clinicien. Hein. Voilà, on est dans un moment un petit peu évident. Et du coup, ça a un impact pour les enfants, très concrètement, c'est que entre la pédopsychiatrie, qui n'a pas de chance parce que l'hôpital ne va pas bien, c'est pas un scoop, la psychiatrie, c'est ce qui va encore moins bien à l'hôpital, et la pédopsychiatrie, c'est ce qui va encore moins bien à la psychiatrie. Bon. Donc voilà, ça c'est quand même un problème. Les moyens, hein, c'est toujours pareil. Donc on a une confusion aujourd'hui entre des enfants qui se promènent, entre le social, le médico-social, le sanitaire, et au bout du compte, qui se retrouvent parfois en famille d'accueil, en bout de course. Alors peut-être vous n'avez pas ça chez vous. Moi je vois ça quand même, c'est-à-dire qu'ils ont fait le tour de toutes les institutions et
On se repasse un petit peu les choses, alors avec des imprécisions diagnostiques, ouais, plutôt si, non, pas ça, ça relève médico non, ça relève pas. Bon. Au bout du compte, là où l'ITEP n'arrive pas, l'assistante familiale doit. C'est pas évident. Bon, et puis enfin, ce qui a aussi considérablement changé, c'est la loi de 2002. Alors la loi de 2002, qui met au centre l'usager, qui va personnaliser les prises en charge, qui va demander à ce qu'on travaille avec l'ensemble de l'entourage du bénéficiaire de l'action, donc les parents, mais aussi le réseau, les partenaires, etc., etc. Donc la loi de 2002, pour l'instant, ça a évolué quand même, mais on a pris quand même pas mal de retard. En France, on est spécialiste de faire beaucoup de lois et de ne pas forcément toujours les appliquer, de les mettre en place. Et puis dans le travail social, on a aussi... Alors je fais un peu de provoque, ça va me valoir beaucoup d'ennemis, mais tant pis. Dans le travail social, on est pour la loi, mais en général pour les autres. Quand une loi, pour des tas de raisons, ne nous plaît pas, on l'ignore, on la met de côté, et puis voilà. Bon, aujourd'hui, on a un problème quand même, c'est qu'il y a des établissements qui ne se sont pas mis tout à fait dans la loi de 2002, et hop, évaluation interne, les ARS sont en place, l'évaluation externe arrive, et dans certains endroits, ça va être compliqué. Bon, la loi de 2002, elle ne s'est fait pas de miracle, mais elle a le mérite de mettre le bénéficiaire comme principal interlocuteur avec son entourage des projets qu'on met en place. Et si on prend un petit peu ça au sérieux, qu'on n'en fait pas un truc administratif, ça nous donne quand même un peu de cohérence. Alors, la profession d'assistante familiale. Bon, aujourd'hui, voilà. C'est pleinement... Alors, en 92, on disait, c'est théoriquement un métier du social. Donc, le mot important de la phrase, c'est théoriquement. J'ai vu quelques commentaires comme ça. 2005, c'est fini. Pour les travailleurs sociaux, vous avez des nouveaux collègues. Si vous ne le saviez pas, des nouveaux collègues sont arrivés. Alors, je ne sais pas comment vous faites avec vos collègues, si vous les tutoyez ou leur faites la bise, ou je ne sais pas si vous buvez le café, ou comment vous faites avec vos collègues, je ne sais pas. Bon, enfin, si vous ne le saviez pas, vous avez des nouveaux collègues, maintenant. Voilà, c'est bon. Ce que j'avais relevé quand même, c'était le fait que le législateur a pas retenu. Il y a eu un débat sur la nomination du dispositif. C'était est-ce qu'on appelle famille d'accueil ou est-ce qu'on garde la spécificité de l'assistante. Et donc on a gardé, mais on a dit familiale. C'est quand même intéressant cette affaire aussi. Assistante familiale, elle n'assiste pas vraiment la famille, elle assiste quoi, un enfant. Mais en disant familial, hop, on introduit une autre dimension. Et on sort du registre maternel. Et ça, c'est très intéressant, à plus d'un titre. C'est-à-dire qu'on la dématernalise, si je puis dire, pour la familialiser. Bon, c'est pas très joli comme formule, mais sur l'idée que finalement, pour les parents, et je pense aux mères notamment, c'est peut-être plus facile de confier son enfant à une assistante familiale qu'à une assistante maternelle. Et puis peut-être que, du coup, on a une piste sur le fait que ce n'est pas simplement une assistante maternelle qui accueille, mais il y a quand même la dimension de famille qu'on n'a pas perdue au passage. Et on n'a pas perdu non plus l'idée qu'on assistait pas simplement l'enfant, mais aussi la famille. Donc ça, c'est intéressant, à mon avis. Alors on est en attente de compétences nouvelles. On attend maintenant un positionnement professionnel. Alors positionnement... Donc, pour les nouveaux travailleurs sociaux qui sont les assistantes familiales, c'est un mot très important dans le jargon. Positionnement professionnel. Donc on va attendre de vous ça. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des positions, des attitudes, des paroles, des actes que vous allez poser qui ne relèvent pas de la professionnalisation, pas de votre profession. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les assistantes familiales elles-mêmes se sont organisées pour produire ces normes, ces références, et elles n'attendent plus que ce soit les travailleurs sociaux, ou les psychologues, ou les institutions, qui leur disent comment elles doivent se positionner professionnellement. Ce sont les organisations d'assistantes familiales elles-mêmes qui posent ces normes et ces valeurs de qu'est-ce que c'est finalement être professionnel aujourd'hui. Et je suis toujours très très intéressé
quand je lis des chartes comme ça de différentes associations, je ne vais pas les citer là, mais voilà, je trouve qu'il y a finalement une qualité de réflexion suffisante pour pouvoir faire le job correctement aujourd'hui. Alors du coup, si on n'a plus besoin en tant qu'assistante familiale des travailleurs sociaux pour nous dire comment on doit se positionner professionnellement, à quelle place ces travailleurs sociaux ? Probablement une autre. Alors, on va vous demander aussi maintenant d'observer, d'analyser, d'écrire, de rendre compte. Alors avec un petit problème quand même, c'est qu'à l'agrément, on ne demande pas des connaissances écrites, on demande simplement une maîtrise du français oral pour l'agrément. Alors que du côté du référentiel métier, on va vous demander de produire des écrits, de venir en réunion, de pouvoir écrire vos observations, etc., etc. Bon, on a un petit décalage encore là avec ça. Bon, donc la question de tout à l'heure, comment préserver la qualité familiale dans le cadre de la professionnalisation, ça reste encore une question. Donc, les mutations de la famille, pour faire très très simple, on va dire qu'on est passé d'une famille extrêmement verticalisée. Verticalisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une différence fait une hiérarchie. Une différence fait une hiérarchie. Quand vous avez, d'un point de vue symbolique, une ligne verticale comme ça, si vous faites un point ici, ouais, ça va, l'imagination, vous la voyez la ligne là. Voilà, vous voyez la ligne, hop, je fais un point ici. Si je veux faire un autre point sur cette ligne, il est forcément au-dessus ou en dessous. Voilà, donc d'un point de vue symbolique, c'est assez simple. Dans un monde symbolique vertical, toute différence crée une hiérarchie. La postmodernité nous amène dans un monde qui s'horizontalise. C'est-à-dire que toute différence, donc je refais une ligne maintenant horizontale, hop, toute différence, c'est-à-dire 2 points, je fais 2 points ici, vous voyez, ça ne crée pas de hiérarchie, ils sont sur la même ligne, hop, hop, et pourtant ils sont différents. Donc c'est toutes ces questions que la postmodernité vient nous poser aujourd'hui et qui travaillent l'ensemble de la société. Donc on le voit bien avec le mariage pour tous aujourd'hui, toutes ces questions-là, c'est la position de la famille finalement, comment la famille est structurée, entre cette verticalité et cette horizontalité. Alors ça a plein de conséquences évidemment sur les rôles des pères, les rôles des mères, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on n'a plus tout à fait le même profil de parents organisés symboliquement de la même manière. Ça a aussi pour conséquence immédiate, ce que je viens de dire, la question de l'augmentation des conflits familiaux qui viennent de plus en plus fournir la protection de l'enfance. Alors je ne sais pas quelle est la situation dans la Nièvre, mais dans d'autres départements, ce que j'observe, c'est que les conflits familiaux, c'est-à-dire la séparation du couple conjugal, amènent des guerres, parfois terribles, au niveau de la coparentalité, avec des dégâts collatéraux pour les enfants tout à fait considérables. Et je ne vous parle pas du concept qu'on pourrait discuter longtemps de syndrome d'aliénation parentale, sans rentrer dans ce débat clinique. Quand même, il y a des situations de plus en plus destructrices pour les enfants. Si vous voulez avoir une belle idée de symboliquement comment ça marche, vous répétez la chanson de Balavoine, « Mon fils, ma bataille ». Mon fils, ma bataille. Oui. Ce micro est particulier, il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Moi j'ai l'impression de parler tout le temps, mais voilà. C'est cette idée que finalement, aujourd'hui, lorsque l'amour conjugal, qui était au cœur de la filiation, c'est-à-dire les enfants du couple sont les enfants du couple qui s'aiment, que deviennent-ils quand le couple ne s'aime plus ? Oui. Et je ne vous parle pas quand le couple se haït. Que devient l'enfant de l'amour lorsque ça se renverse, quoi. Donc voilà, et du coup, ça devient quoi ? Ça devient la guerre. Donc c'est la guerre pour l'enfant. Et évidemment, ça pose des tas de problèmes. Donc les problématiques psychiatriques, les questions des abus sexuels qui, à l'époque des nourrices, c'est pas que ça n'existait pas, il ne faudrait pas croire que les abus sexuels et les situations incestueuses, c'est une invention des années 80. Ce qui est une invention des années 80, c'est qu'on s'y intéresse et qu'on les mette à jour et qu'on les mette au travail. Ça, c'est nouveau. En tout cas, ça a pris une place importante, même si aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'après la grande flambée des placements pour abus sexuels dans les années 90, on a une stabilisation de ce chiffre, et par contre, on a une montée
de la violence psychologique dans les causes de maltraitance. Alors ça aussi, évidemment, c'est pas du tout pareil d'avoir à traiter d'enfants qui ont été maltraités sur un plan sexuel ou sur un plan psychique. Donc, on rajoute à ça les téléphones portables, les mails, Skype, les réseaux sociaux qui font que le lien est constamment travaillé, peut être constamment travaillé par des relations qui passent par ces moyens de communication. Et on a un ensemble de choses qui fait que, voilà, il va falloir transformer nos postures, nos pratiques et nos organisations. Je vais juste regarder l'heure, savoir de combien je suis en retard. J'ai combien encore, chef? 10 minutes. Oh, speeder. On va speeder. Alors quand même, rappelons que la protection de l'enfance est organisée par un paradoxe. Donc, je pense que vous aurez le PowerPoint après, on le fera suivre. Hein. On ne va pas lire tout ça, mais c'est simplement l'article 375 tel qu'il a été repris par le Code de la famille pour fonder la mission de l'ASE. Hein, quelle est la mission de l'ASE? Donc bien sûr, c'est par rapport au 375, la sécurité, la moralité, etc., etc., le développement physique, affectif, intellectuel et social, modification à partir de la loi de 2007. Mais ce que ça nous dit quand même, c'est de protéger un enfant, de l'aider à grandir, en collaborant avec les parents, hein, puisque la loi nous dit pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et de veiller à leur orientation en collaboration avec leur famille et leur représentant légal. Donc maintenant, je le formule comme ça. Protéger un enfant en collaborant avec celui qui le met en danger. Voilà le paradoxe dans lequel nous sommes dans le cadre de la mission de la protection de l'enfance. Alors les paradoxes, si vous voulez, c'est pas un truc... voilà, c'est la vie, les paradoxes. Hein. On meurt... on est en bonne santé, on tombe malade, tout ça. Je veux dire que les paradoxes, c'est la vie, quoi. Hein. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence à avoir une action réflexive sur notre vie, hein, on commence à symboliser notre expérience, forcément, on est pris dans des paradoxes. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc le paradoxe, c'est pas forcément un problème, à condition de l'identifier et de le mettre au travail. Si on fait comme s'il n'y avait pas de paradoxe, alors on fait du clivage et on ne traite qu'une partie du paradoxe. Donc soit on protège les enfants, soit on travaille avec les parents, on collabore avec eux, mais on n'arrive pas à tenir les deux bouts de cette polarité conflictuelle. Oui. Et je crois que ça, c'est un vrai souci qu'on a très concret. Hein, c'est-à-dire que comment arriver à collaborer avec la source du danger? Alors rapidement, quels sont les enjeux qu'on peut repérer aujourd'hui? C'est au fond les grands axes qui, moi, me paraîtraient fondamentaux pour penser des dispositifs professionnels d'accueil familiaux. Hein, il y aurait ces enjeux-là. Il nous faut un lieu pour le développement de l'enfant. Il nous faut un lieu qui soit adapté à la configuration de ses enfants actuels, de ses parents actuels, des formes de famille, de la postmodernité qui nous dit on est quand même dans des rapports d'influence égalitaires et pas hiérarchiques. Voilà, donc comment avoir un lieu qui soit apte au développement dans ces conditions-là? La deuxième chose, c'est d'avoir un cadre pour la protection. C'est-à-dire que comme notre mission, c'est la protection, il faut qu'on ait un cadre qui soit bien repéré et centré sur la protection. Donc, centré sur l'enfant et centré aussi sur l'évaluation des risques et des dangers pour cet enfant-là. Et que ça ne soit pas un truc qu'on fait juste au moment de l'IP, hein, information préoccupante, ou bien de temps en temps quand il y a des clashs ou des moments qui sont un peu compliqués. Ça devrait être une préoccupation constante, et surtout quand les choses vont bien. Surtout quand les choses vont bien. Parce que c'est là qu'on a des fenêtres de tir pour travailler avec les parents. Hein, c'est pas quand c'est la crise. Quand c'est la crise, on peut bien sûr, mais c'est plus compliqué. Donc un cadre de protection qui soit permanent.
Un dispositif pour réaménager les liens, si on est cohérent avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que le problème de la protection de l'enfance, c'est effectivement de travailler les liens, eh bien les liens, ça ne se travaille pas comme ça, voilà, sur le parking, quand on amène l'enfant, quand on le ramène, etc. C'est pas l'assistante familiale toute seule, quand elle ramène l'enfant, qu'elle le prend, qu'elle va travailler les liens. Enfin, soyons sérieux. C'est pas la TISF toute seule qui va travailler des liens avec des personnes qui ont des troubles graves au niveau psychique. Elle va faire des choses au niveau de la relation tout à fait importantes. Mais ce n'est pas ça, réaménager les liens. Donc, les dispositifs pour réaménager les liens, ça demande aussi et une réflexion et des moyens. Et je ne suis pas sûr que toujours les conseils généraux, qui sont plutôt du côté d'une mission sociale, aient pris la mesure de qu'est-ce que c'est effectivement la part psychique du lien qui vient impacter ces enfants et leurs relations. Vous voyez que j'ai... Voilà. Alors, lever les empêchements à l'être parent, sur la question de la parentalité, je vais y revenir juste derrière, mais je pense que c'est un travail fondamental. Comment aider ces parents à lever les empêchements à l'être parent? Et au fond... Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que tous les parents pourraient être parents, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans le tout ou rien, on est dans un continuum où des parents pourront, sur certains axes, pouvoir être parents, et sur d'autres, ils ne pourront pas, et qu'au fond, ce n'est pas forcément un drame, enfin, à certaines conditions. Enfin, accompagner le conflit de loyauté, ça voudra dire également mettre en place des dispositifs pour suivre et accompagner ces mouvements qui se passent au niveau psychique et relationnel entre l'enfant, ses parents, les enjeux de séparation, la souffrance de séparation pour le parent, la culpabilité pour l'enfant, etc. Et les mouvements qui vont se jouer entre j'ai besoin de ce lieu d'accueil, je vais dans le sens du lieu d'accueil, je réponds au désir de ma famille d'accueil, et en même temps je me sens coupable d'avoir répondu à ce désir, d'avoir fait souffrir mes parents, etc., etc. Donc toute cette circulation permanente entre ces trois piliers qui sont d'un côté la famille d'accueil, l'enfant accueilli et les parents, cette circulation du conflit de loyauté devrait être en permanence identifiée et accompagnée. Donc, les moyens cliniques pour ça, je pense que si on a une compréhension un peu plus anthropologique de la psychopathologie, ça nous permet d'aborder les parents d'une autre manière. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais pour faire très très simple, c'est l'idée que la psychopathologie n'est pas l'apanage de quelques-uns d'entre nous. Oui, ça, on sait ça quand on se réveille le matin, c'est-à-dire que et qu'on se rappelle un tout petit peu du rêve qu'on a fait, on voit bien quand même que là, il s'est passé un truc, on était, franchement, non, un peu bizarre. Je veux dire pas que la psychopathologie, c'est juste notre adaptation d'être humain à notre souffrance à la condition humaine, tout simplement. Alors, il y en a qui vont être plutôt, quand ils vont pas bien, ils vont avoir tendance à dire « Oh, c'est les autres, ça c'est les autres, moi ». C'est les autres qui ont des problèmes, c'est les autres qui me persécutent, etc. Il y en a d'autres qui vont rien dire. Puis tout d'un coup, ils se mettent en colère. On ne comprend pas pourquoi ils se mettent en colère comme ça. Il y en a d'autres, ils s'effondrent. On a l'impression qu'on leur a enlevé complètement leur substance vitale, quoi. Alors évidemment, il y a ceux qui sont complètement installés dans une de ces positions que je viens de dire et qui visiblement, ils retournent très régulièrement, et comme s'ils n'en sortaient pas finalement. Et là, on est vraiment dans la pathologie, effectivement. Mais quand même, si on regarde un petit peu notre propre vie, on voit bien que d'un point de vue de la nature, on a aussi ça. On a des moments où on est un petit peu le moral dans les chaussettes. Il y a des moments où on est un petit peu comme ça, on perd le contrôle de soi. Il y a des moments où on pense vraiment que les autres nous en veulent, etc. Bref, avoir une vision anthropologique de la pathologie, c'est de dire finalement la psychopathologie, c'est pas les normaux d'un côté et les fous de l'autre. C'est au fond, la condition humaine est un peu souffrante et chacun se débrouille avec son pour en faire quelque chose, quoi. Alors d'avoir cette vision-là, ça nous aide à travailler un peu plus souplement avec les parents. Le développement d'une éthique relationnelle, c'est l'idée que... Je fais juste un petit avancé. 5 minutes, bon, il faut speeder. Donc, juste cette idée qu'on est des animaux éthiques. Déjà, chez les grands primates, on est déjà dans l'éthique. L'éthique, c'est cette idée que quelque chose dans la relation n'est pas juste.
Hein, ce que je vis dans la relation n'est pas juste. Et ça, c'est quand même quelque chose de typiquement humain, ce sentiment-là. Et ça a à voir avec la question de la confiance. C'est-à-dire le fait que si des gens avec qui, normalement, je devrais être dans un lien de confiance, sont dans un lien qui n'est pas juste, je perds la confiance. Et si je perds la confiance, alors toutes nos relations deviennent très compliquées. Hein. On se retire, on se protège, et bon, c'est compliqué. Donc j'accélère en même temps. Oui, sur la parentalité empêchée quand même. Oui, c'est important. Tant pis, il va m'en vouloir, mais... Juste cette idée quand même de parentalité empêchée que je propose. On voit bien que dans un contexte où la loi nous demande de collaborer, où si cette collaboration n'est pas en place, on a des effets de conflit de loyauté qui mettent en échec le placement familial, on doit se donner les moyens conceptuels et pratiques pour véritablement travailler avec les parents. C'est cette idée-là. Hein. Or, on a des concepts dans la tête qui ne sont pas opérationnels. L'idée, par exemple, que les parents sont toxiques. Oui, la toxicité parentale. Vous voyez, cette métaphore, c'est une métaphore, hein, ce n'est pas une science. On est en plein dans la métaphore. Les parents sont toxiques. Est-ce que vous connaissez un parent qui a envie de se vivre comme toxique ? Oui. Alors imaginons un professionnel qui a cette métaphore dans la tête, qui rencontre un parent. Mais il n'a même pas besoin de lui dire, hein. Il n'a pas besoin de lui dire, vous savez, vous, je pense que vous êtes toxique pour votre enfant. Tout son comportement, son attitude non verbale est déjà déterminé par cette métaphore. Hein. Son discours, son positionnement. Et tout ça complique énormément les relations avec les parents. Et ensuite, aller leur demander de bien vouloir parler de leur histoire, de leur traumatisme, de ce qui les a fait souffrir, des difficultés qu'ils ont avec leurs enfants, etc. est quasiment une tâche... Enfin, très difficile, hein, pas impossible, mais très très difficile. Alors donc, moi je propose de renverser le postulat, à partir de l'anthropologie, de me dire c'est une caractéristique de l'espèce humaine que d'être parent. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette propriété en tant qu'homo sapiens, cette capacité d'élever des enfants, eh bien, il n'y aurait pas d'espèce humaine, pour la simple et bonne raison que les petits humains ont besoin d'un temps extrêmement long pour pouvoir se débrouiller, quoi. Hein. Et je ne vous parle même pas de Tanguy, là, hein, de façon générale. Donc on a besoin d'adultes stables qui ont des liens suffisamment bienveillants pour s'occuper de cet enfant le temps nécessaire. Hein. Cette stabilité est fondamentale, le temps nécessaire, quoi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin de compétences parentales. Donc l'espèce humaine a développé des compétences parentales. Chaque culture s'est forgé ses compétences parentales pour amener le petit Homo sapiens à grandir. Donc ce point-là est un point important. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on considère que des parents ne sont pas des parents et qu'on le vit du côté de... comment dirais-je ? Ils n'auraient pas ces compétences, alors c'est comme si on les retranchait de l'espèce humaine. Oui, ils ne font plus, à ce moment-là de notre pensée, ils ne font plus partie dans notre tête de l'espèce humaine, puisque l'espèce humaine, c'est d'avoir des compétences parentales. Oui. Donc, l'idée est la suivante. Si l'espèce humaine développe des compétences parentales, forcément qu'un parent qui ne peut pas les manifester est empêché dans cette compétence. Alors ça peut être pour des raisons que vous connaissez bien, traumatiques, relationnelles, psychiques, de handicap, etc., de maladies. Vous pouvez effectivement faire le tour comme ça. Mais le fait de le penser comme empêché restitue en permanence cette dignité de la personne comme faisant partie, comme nous, de l'espèce humaine capable de s'occuper des enfants. Bien, donc voilà. Donc du coup, par rapport au dispositif, si on reprend mes 3 axes, il nous faut un dispositif qui s'occupe du soutien du lieu d'accueil. Et on voit bien que ça ne peut pas être tout à fait le même dispositif que celui qui s'occupe de l'enfant. Alors pourquoi ? On en parlera dans le débat, dans les questions. Mais ma conviction, c'est que si c'est les mêmes qui s'occupent et de soutenir le lieu d'accueil et d'accompagner l'enfant,
il va y avoir des interférences entre ces deux polarités-là. C'est-à-dire, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est compliqué pour une famille d'accueil est forcément pris aussi dans la relation qu'elle a avec ceux qui s'occupent de l'enfant et qui s'occupent des parents. Et imaginez que les problèmes que rencontre une assistante familiale et la famille d'accueil n'est lié qu'à la famille d'accueil est, à mon avis, une erreur de point de vue, enfin de connaissance. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a nécessité de pouvoir examiner la situation de l'assistante familiale et des difficultés qu'elle rencontre de façon décalée du suivi de l'enfant. Bon, on pourra en reparler. La deuxième chose, c'est donc protection de l'enfant, lien parent-enfant, enfant-être-parent, c'est-à-dire la question de l'empêchement, etc., de travailler ça. C'est pareil. Qui va travailler ça? Il nous faut un dispositif pour faire ça. Alors, est-ce que c'est un dispositif qui est dans la polyvalence de secteur? Est-ce que c'est un dispositif qui est spécialisé? Enfin, chaque département, au fond, devra s'organiser. La question, pour moi, c'est pas... Il n'y a pas un bon modèle. La question, c'est le dispositif qui devra se mettre en place devra prendre en compte ces dimensions-là. Et veiller à ce que la façon dont il va s'organiser pour traiter cette dimension ne soit pas problématique pour les autres dimensions, qu'il y ait le moins d'interférences possible qui nuirait à l'exercice des autres fonctions. Et enfin, accompagner l'enfant dans ses loyautés familiales, conflictuelles. L'idée pour moi, c'est, comment dirais-je, le conflit de loyauté, il est permanent dans la vie. Il faut toujours choisir entre, vous devez partir en week-end, vous avez du travail à faire, est-ce que vous faites le travail et puis vous satisfaites vos relations avec vos collègues de boulot, ou bien vous partez en week-end avec votre femme et puis vos enfants et vous répondez aux besoins de votre famille, ou bien vous allez voir votre vieille mère qui vit toute seule à 200 km, et voilà. Et donc il faut prioriser tout ça. Si vous faites un truc, vous ne ferez pas les autres, quoi, de toute façon. Donc le conflit de loyauté, il est tout le temps là. L'enfant, il sera pris dans ces conflits de loyauté. La famille d'accueil, papa, maman, etc. Bon. La question n'est pas là. La question, c'est comment on permet à un enfant de fonctionner avec ça. Et que si on ne traite pas ça, on a des soucis. Donc, comment traiter ça avec votre organisation locale? Vous avez une organisation des services qui est liée à l'histoire, qui est liée à des tas de paramètres organisationnels, qui ne sont pas pensés au départ par rapport à la clinique de l'accueil familial. C'est le résultat de tas de processus institutionnels qui se sont mis en place au fil des années. Ça c'est normal si vous voulez. Mais à des moments où on doit repenser le dispositif d'accueil familial, il faut pouvoir mettre en perspective ces fonctions avec notre réalité locale. Bon. Et donc, pour terminer, la question de la confiance. Je pense que le gros souci qu'on a en accueil familial, c'est qu'on a pensé la professionnalisation comme étant celle des assistantes familiales. Et j'ai même vu des départements qui ont imaginé que comme ils allaient professionnaliser les assistantes familiales, ils allaient pouvoir dégager les travailleurs sociaux pour les accompagner et qu'ils allaient pouvoir les mettre à la prévention. Et comme ça, ils feraient des économies. Et puis ils ont bien raison, il faut faire des économies. Mais du coup, on voit bien que penser cela, c'est méconnaître le fonctionnement de l'accueil familial. Oui. Bien sûr qu'il faut continuer à accompagner et l'enfant dans ses conflits de loyauté et l'assistante familiale dans ce qu'elle vit. Mais pour pouvoir faire cet accompagnement-là, encore faut-il que l'on puisse partager, qu'on puisse se parler pour de vrai. Si on ne peut pas se parler pour de vrai, si l'assistante familiale garde ses difficultés pour elle, en se disant de toute façon, si je parle de mes difficultés, on ne va pas me comprendre, et puis on va me juger, et puis on va dire que je ne sais pas faire, et puis peut-être même on va me retirer l'enfant, et puis peut-être je vais perdre mon travail. Alors effectivement, l'assistante familiale va plutôt avoir tendance à se taire. Et dans un contexte pareil, elle a peut-être bien raison. Donc comment arriver à créer un dispositif dans lequel l'assistante familiale et les membres de sa famille pourraient se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir parler des difficultés comme n'étant pas des signes d'incompétence personnelle, mais des signes de la relation qu'il y a entre l'enfant, ses parents et elle-même. C'est ça l'idée. C'est-à-dire passer du mythe de la compétence de l'assistante familiale, parce qu'elle aurait élevé ses enfants et que ce serait une famille formidable et qu'au fond, il suffirait d'être cette famille-là pour accueillir n'importe quel enfant. Et puis en plus, maintenant qu'elle a fait une formation et qu'elle est diplômée, alors là, on est vraiment avec le summum de la professionnalisation, plus de problème.
Et non, ça ne marche pas comme ça. Sa compétence, c'est l'enfant qui va lui donner. C'est la relation qui va donner la compétence à l'assistante familiale. Et c'est donc l'accompagnement de ces relations qui feront que les compétences seront activées ou désactivées. Si on a ça en tête, vraiment en tête, c'est-à-dire qu'on le prend au sérieux, c'est-à-dire on n'en fait pas un truc qu'on met, ah oui, c'est sympa comme concept, ça, compétence en relation, puis on met ça dans un coin, et puis après on continue la vie comme d'habitude. Hein. Non, on organise nos dispositifs en pensant que oui, la compétence est en relation, et par conséquent, il va falloir traiter des relations qui se jouent dans ce système d'accueil familial. Et donc ça ne peut se faire que si on a un maximum de confiance qui circule à l'intérieur. La loi de 2005 nous donne quelques points d'appui par rapport à ça. Je crois qu'il appartient ensuite aux institutions et aux conseils généraux de pousser un tout petit peu plus loin du côté, on va dire, de l'humain, la mise en musique de la loi de 2005 pour véritablement que la confiance soit le paramètre d'évaluation des dispositifs d'accueil familial. Je vous remercie. À la lecture d'un certain nombre de textes que vous avez produits ou commis, je ne sais pas, il apparaît que vous, dans votre, comment je pourrais dire ça, votre approche de la professionnalisation porte moins sur les individus ou voire même sur le métier précisément des assistants familiaux que sur la professionnalisation de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ces services. Et donc, ce dont vous parlez là, l'ensemble des questions qui ont été posées, me semble, ramène à cette perspective. Alors, comme j'ai trouvé que dans vos articles, vous aviez un positionnement assez fort et assez catégorique sur cette question, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la professionnalisation du métier d'assistant familial, pardon. Précisément, je ne veux pas répondre à cette question. C'est une question pour les assistants familiaux. Les assistants familiaux sont les mieux placés pour dire qu'est-ce que c'est leur métier, comment ils doivent continuer à l'approfondir, comment ils doivent se donner des référentiels, etc. Alors bien sûr, on peut y participer, les autres professionnels de la protection de l'enfance, les chercheurs, etc. Mais je pense que le métier d'assistante familiale concerne au premier chef les assistants familiaux. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément de sortir de la professionnalisation de l'assistante familiale pour penser la professionnalisation du dispositif. C'est-à-dire, au fond, ce qu'on se dit, c'est s'il y a effectivement une rencontre au fond, dont on ne peut pas la calculer, quoi. Le paradoxe de cette affaire-là, c'est quand un enfant arrive dans une famille d'accueil, on peut dire que les paramètres de la rencontre sont déjà déterminés. La structuration psychique de cet enfant, l'histoire de cet enfant, la dynamique familiale dans laquelle il vient, son roman familial, sa structure oedipienne, ce que vous voulez, et la dynamique de la famille d'accueil, l'histoire de l'assistante familiale, son conjoint, son histoire psychique à son conjoint, comment ce couple s'est constitué, l'histoire conjugale qu'ils ont, les enfants qu'ils ont eus, la parentalité qu'ils ont organisée, la dynamique de leur relation, tout ça est déjà là. Et c'est sur cette rencontre-là qu'on va avoir les effets tout à fait intéressants dont parlait monsieur tout à l'heure, ou au contraire des effets tout à fait compliqués. Donc ça veut dire tout est déterminé et rien n'est prévisible. C'est-à-dire, bien malin, celui qui pourrait dire « Oh, ça va faire une super rencontre, il faut que cet enfant aille dans cette famille ». Et ce n'est pas parce que de temps en temps ça marche, hein, comme la loterie, de temps en temps on tire le billet gagnant, mais on ne peut pas faire une loi statistique de ça. C'est pas parce que de temps en temps il y a un bon pronostic que pour autant on peut faire une loi sur la prédiction. On est incapable de prévoir ce qui va se passer, parce que les éléments qui vont se coupler au niveau psychique sont totalement imprévisibles. Totalement. À un moment donné, un enfant arrive, et puis un jour il nous dit tonton, il me rappelle mon grand-père. Ah, mais ça qui peut prévoir ça? Tonton rappelle le grand-père. Ça, c'est imprévisible, hein, cet élément-là. Ces petits détails-là, on ne sait pas comment ça marche. Donc, résultat des courses, on peut rien prévoir et pourtant c'est déterminé. Donc, on est condamné à accompagner cette rencontre, à accompagner ce processus. Et en plus, un processus complexe, parce que comme je vous l'ai dit, il y a les parents qui sont là dans une relation avec l'enfant et qu'il y a là aussi une mécanique compliquée, parents-enfants, de culpabilité, de souffrance de séparation, de troubles de l'attachement, etc.
Donc c'est cette mécanique-là qu'il faut suivre et accompagner. Et pour ça, on a besoin de super professionnels. On a besoin d'un dispositif repérant, bien cadré. Dans vos diapositives, je trouve qu'il y a plein de bon sens dans ce que vous avez proposé. Des choses qui sont repérantes. Si je ne sais pas à qui m'adresser pour ceci ou cela, alors il y a une confusion symbolique. Peut-être je pense que les gens qui s'occupent de l'accueil sont mes employeurs. Mais si ce sont mes employeurs, alors à ce moment-là, dépend d'eux mon argent, mon travail. Alors est-ce que je peux leur parler de choses qui concernent l'intimité de ma rencontre avec un enfant? Et pourtant, ce que j'essaye d'expliquer là, c'est que si on ne peut pas parler à des moments donnés de cette intimité de la rencontre, alors on passe à côté de l'essentiel de l'accueil familial. Donc comment on peut penser des dispositifs qui nous garantissent ça? Qu'on peut prendre ses congés, qu'on a une rémunération qui va bien, et en même temps qu'on a des interlocuteurs bien repérés avec qui on peut partager ce qui se passe dans la relation avec un enfant sans se sentir jugé, évalué et éventuellement sanctionné demain parce qu'il y aura eu des choses compliquées dans l'accueil. Bien sûr, s'il y a des choses la protection de l'enfant est mise en danger, il faudra protéger cet enfant, mais ne pas protéger cet enfant contre l'assistante familiale. Hein. Avant la loi de 2005, quand on arrêtait un accueil parce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées dans la famille d'accueil, bon, les assistants familiaux, il n'y avait pas de protection. L'assistant familial était, on va dire ça, viré du jour au lendemain. Pas de soutien, pas d'accompagnement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la loi prévoit ça. C'est-à-dire que si on doit arrêter un accueil, eh bien, il y a une possibilité d'un soutien psychologique pour l'assistante familiale. Même certains départements vont jusqu'à l'assistance juridique lorsqu'il y a des conséquences juridiques, par exemple. Oui. Tout ça, ce sont des choses tout à fait importantes pour sécuriser les assistantes familiales et familiaux et pouvoir permettre cette... Donc voilà, pour moi, la professionnalisation, c'est d'élever le niveau de compétence et élever le niveau de confiance. Élever la compétence de chaque acteur et élever la confiance dans les relations entre tous les acteurs. C'est deux choses très simples, finalement. Enfin, d'un point de vue théorique. D'un point de vue pratique, ça impose beaucoup de choses, oui.